Ceci est un livre audio autogénéré par Google. La découverte des carnets. L'après-midi s'étire encore langoureusement lorsque nous arrivons, mon frère et moi, chez notre tante Gabi. On est en plein mois de juin. Ah mes enfants, je suis ravie que vous ayez pu vous libérer. Avec ce maudit Covid-19, je ne savais pas si vous alliez pouvoir venir jusqu'ici. Pour moi, vous n'êtes pas obligés de porter un masque. Je ne supporte pas cette muselière. Nous non plus. Et dire qu'il y a un génie qui a décrété qu'il fallait dire la Covid, intervient Eric. Oui, c'est parce que le D de Covid vient de disease, maladie en anglais. Je trouve aussi idiot de dire la Covid. Dites les enfants, je trouve ça très intéressant, mais si on revenait à nos moutons, nous demande tante Gabi. Tu as raison. On s'égare. Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi, tante Gabi? J'ai dans mon grenier des tas de vieux machins, dont j'aimerais me débarrasser. Je deviens vieille, et je ne suis pas sûre d'avoir ni la force ni le courage de bazarder tout ça, mais je voudrais vraiment que ce grenier soit rangé. Ne t'inquiète pas, tantine. On s'en occupe, Eric et moi. Nous montons à l'étage. Au milieu d'un incroyable capharnaüm, une valise qui a l'air d'avoir voyagé dans le monde entier attire notre attention. Usée, recouverte d'étiquettes, son cuir de qualité a eu raison du temps. Ses attaches ont rendu l'âme et elles s'entr'ouvrent, dévoilant des taches de couleur qui surgissent de l'ombre. À l'intérieur, nous découvrons une série de petits carnets noirs, rouges et bleus Moleskine. Ils ont été reliés entre eux à l'origine par une cordelette, mais il est clair que quelqu'un est passé par là et n'a pas pris la peine de refaire les nœuds. Intrigués, nous l'interpellons depuis là-haut. Tantine, c'est quoi cette valise? C'était à ma vieille voisine, Aline. Elle est décédée, il y a quelques années. Elle m'avait demandé de garder quelques objets pour elle, par manque de place, et elle m'avait confié. Ils appartiennent à un de mes fils qui vit à l'étranger. J'ai peur que cela ne se perde. Avec vous, je suis tranquille. Ce fils n'est jamais venu rechercher ses effets personnels? Je l'ai vu au décès de sa mère. Je lui ai parlé de cette valise, mais il a disparu quelque temps après, en me disant qu'il viendrait la chercher après son dernier poste. Je ne me souviens plus où il vivait à ce moment-là. Il ne m'a pas laissé d'adresse, et il n'est jamais revenu la chercher. Ça t'embête si nous emmenons la valise avec nous? Il y a des trucs intéressants dans ces carnets qu'on aimerait étudier plus à fond, parce que ça parle de l'Afrique, à moins que tu préfères que nous la laissions là? Pas du tout. La seule chose que je vous demande, prenez-en bien soin. J'ai fait une promesse à cette vieille voisine et je veux m'y tenir. On y veillera comme à la prunelle de nos yeux. Le grenier rangé, nous retournons chez nous avec la valise. Poussés par la curiosité et l'envie d'en savoir plus, nous nous absorbons dans la lecture de ces calepins. Au bout de 2 semaines, nous parvenons à reconstituer peu à peu le récit qui va suivre. Son auteur se fait appeler Émile Wenzel. Selon ses dires, il aurait servi comme consul dans certains pays d'Afrique et dans quelques pays d'Europe et d'Amérique latine. Dans un de ses carnets, probablement le tout premier, il nous livre un petit texte sur les raisons qui l'auraient amené à écrire. Nous le retranscrivons tel quel. Comme la plupart des gens de mon âge, je me suis souvent dit que j'avais envie d'écrire un livre, mais je me suis tout de suite sentie entravée dans mes tentatives d'écriture. Tellement de gens intéressants, sages et talentueux se sont livrés à cet exercice. Ils ont vécu des vies captivantes, et ils ont transmis leur expérience dans des livres fabuleux qui vous transforment à jamais. Ils sont entrés dans l'histoire. Je me suis donc demandé ce que je pouvais bien apporter, en racontant une partie de ma vie. Certes, j'ai beaucoup voyagé, mais c'était dans le cadre de mon boulot. Les rencontres peut-être? C'est vrai que j'ai fait la connaissance de personnes qui m'ont énormément apporté. Rien que pour elles, je devrais m'y mettre. L'auteur de ce texte n'a pas publié de livre. Il a plutôt écrit un journal avec, selon nous, des velléités de le transformer en récit de voyage. Nous découvrons aussi, coincé dans la doublure en tissu de la valise, un vieux calepin verdâtre. Il a la même dimension que les carnets Moleskine. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Demande Eric. C'est un petit bouquin intitulé Almanach Payot. Sa couleur a passé, mais il est très bien conservé. Nous ouvrons le calepin.
Il a appartenu à un certain Jean Wenzel, habitant rue de Ruysbroek, 24 à Bruxelles. Il a indiqué qu'il fréquentait l'école numéro 1 de la rue des Sols. En bas de la page 5, en dessous du titre « Notes personnelles », on apprend que le propriétaire de cet almanach mesure 1,40 m, qu'il pèse 33 kg et que la pointure de ses chaussures est 37. La date tout en dessous de la page indique 8 janvier 1923. Ce carnet a appartenu, c'est évident, au père d'Émile Wenzel et de son frère Élie que l'on découvre un peu plus loin dans le texte. En 1923, Jean Wenzel est un petit garçon de 12 ans. En feuilletant son almanach, nous nous rendons compte que ce jeune garçon a dû rêver en parcourant son petit calepin et en découvrant tout ce que lui offrait le monde de son époque. Dans la table des matières, il y a, au hasard, parmi une centaine de mots-clés, des conseils, des jeux, des informations utiles allant des règles de l'orthographe à des notions de géographie comme les cataractes du Niagara, en passant par les mesures anglaises, les merveilles du monde antique ou la façon dont on construit les ponts. En parcourant ce document, nous tombons sur un petit texte touchant écrit au crayon et intitulé « Le Congo ». Nous le transcrivons tel quel. Il y a une cinquantaine d'années à peine que notre colonie fut découverte par l'explorateur anglais, Stanley. Il mit pour traverser de part en part le Congo 2 ans. Jean Wenzel avait ouvert la porte de l'aventure africaine et avait inoculé le virus des voyages à son fils Émile qui allait le conduire, 56 ans plus tard, dans différents pays de ce continent. Nous avons voulu rendre hommage à cet Émile Wenzel en le laissant cheminer au fil de l'histoire, comme s'il en était lui-même le personnage principal. C'était le moins que nous pouvions faire pour lui rendre justice. Ces carnets d'Émile Wenzel couvrent une période qui s'étend sur des dizaines d'années. Dans le livre Un consul sous les tropiques, l'auteur n'a retranscrit que quelques épisodes choisis dans 2 ou 3 carnets. Dans ce qui va suivre, nous retranscrivons presque l'intégralité de ce qui se trouve dans l'ensemble des carnets. Bien qu'ils aient été écrits à la première personne, nous avons préféré utiliser la troisième personne et faire d'Émile Wenzel le personnage de cette histoire. Le point de départ. La mémoire d'Émile Wenzel ressemblait aux galeries d'une mine abandonnée. Certains couloirs ne menaient nulle part. Pourtant, il était persuadé que rien ne s'effaçait, que tout était là quelque part sous forme de dossier caché. Rien ne se perd, tout se conserve et se transforme. C'était probablement comme cela que fonctionnait sa mémoire. C'est ainsi que parfois, sans crier gare, une vague de nostalgie l'envahissait. Il suffisait d'un visage entrevu dans un film, un parfum ou une odeur qui flottait dans l'air, un bruit, un chant d'oiseau, un morceau de musique et c'était déjà une histoire qui se racontait. Il se laissait alors emporter par ses souvenirs. Ce fut le cas une fois de plus, en regardant le bossu dans la version d'André Hunebelle. Henri de Lagardère, incarné par Jean Marais, est déguisé en bossu. Il s'adresse à Monsieur de Pérol, son ennemi juré. « Touchez ma bosse, monseigneur, elle vous portera doublement chance. » Il revit alors son père qui s'adressait à lui. « Par ici, monseigneur. Si monseigneur veut bien se donner la peine. » C'est ainsi que son père s'adressait à lui quand il était petit. Il ne sut jamais pourquoi. Il était trop jeune pour le lui demander. Quand on a 5 ans, ce n'est pas le genre de choses que l'on demande, et quand c'est son papa qui le dit, il n'y a pas de raison de lui poser la question, aussi saugrenue que puisse paraître la manière dont il s'adressait à lui. Cela remontait de temps en temps à sa mémoire, comme une bouffée douce et légèrement douloureuse, et c'était comme s'il était encore vivant à côté de lui et lui tenait la main. Jean Wenzel avait été quelqu'un de très affectueux. C'était probablement parce qu'il avait presque l'âge d'être son grand-père, ou simplement parce que c'était dans sa nature profonde. Il avait été grenadier pendant la Seconde Guerre mondiale. Il avait alors 30 ans. Il avait été fait prisonnier et déporté en Autriche, et était revenu à temps pour faire ses adieux à son propre père qui, lui, avait été soldat dans les tranchées de l'Isère entre 1914 et 1918. Ses poumons avaient été touchés par les gaz allemands. Selon Léontine, la tante paternelle d'Émile, une vieille fille qui avait réintégré le foyer familial après avoir séjourné comme petite servante dans une ferme d'un lointain cousin, le vieux s'était maintenu en vie pour attendre le retour de son fils. Il prononçait cette phrase comme un mantra. « C'est quand qu'il revient, Jean ? » « Bientôt, pas bientôt. Mais moi je suis là. »« Oui, mais toi tu es une fille.
C'est pas la même chose. Quand tu as été placé à 7 ans dans une ferme, pour les libérer d'une bouche à nourrir, tu ne dois pas t'attendre à grand-chose. Mais moi, je ne comptais vraiment pour rien. Mais c'était mon père et je devais mordre sur ma chique, confessa-t-elle un jour alors qu'elle s'était laissée aller. Jean était revenu, et le vieux avait rendu l'âme quelques heures après son retour. Ils avaient eu le temps d'échanger leurs expériences de soldats. Le père avait compris à demi-mot ce que le fils avait vécu, et qu'il ne pourrait jamais raconter à quiconque. Un homme qui a connu tout cela, et qui a la chance de devenir papa après 40 ans n'a plus besoin de faire preuve de sévérité avec ses enfants. Il veut juste profiter de la chance qui lui est offerte de pouvoir s'en occuper. Seuls les forts peuvent être doux, car ceux qui ne sont pas équilibrés et solides bien dans leur peau s'entourent de remparts, de défense et de carapaces. Ils utilisent tous les signes et attributs de leur pouvoir et deviennent durs, agressifs, soupçonneux et pire encore pour les autres. Jean Wenzel n'entrait pas dans cette catégorie et n'avait donc rien à prouver. Émile et son petit frère Élie eurent une enfance heureuse. Élie fut très rapidement attiré par le théâtre. Émile, qui dessinait depuis tout petit, s'adonna à la peinture, mais il était fasciné par les récits sur l'Afrique. Quand je serai grand, je voudrais être gardien au parc Albert. Mais ses rêves d'enfant n'étaient restés que des rêves. Son père lui avait-il parlé de son intérêt de petit garçon pour l'Afrique ? Nul ne le saura jamais. Mais il existe des liens subtils qui amènent les êtres à accomplir avec plus ou moins de fidélité les souhaits d'un autre. Émile Wenzel tomba malade autour de ses 14 ans. Il se tordait de mal en silence. La douleur fulgurante sourdait dans son fémur droit sans crier gare. Il ne pouvait pas contrôler ses réactions quand elles surgissaient brusquement. Il se souvenait de l'angoisse que sa maladie avait procurée à ses parents. Il les entendait parfois parler dans le salon. Le docteur a affirmé que c'était grave, disait son père. Attendons les résultats de la biopsie, répondait sa mère. Oui, mais s'il a un cancer des os, résultat ou pas, notre vie est foutue. Allons, Jean, n'envisage pas toujours le pire. Eh bien, tu n'as qu'à prier. On verra si ça aide. Je crois que je viens d'entendre claquer la porte de sa chambre. Je lui ai demandé de ne pas laisser sa fenêtre ouverte. Quand il s'approchait, il se taisait brusquement, ce qui provoquait à son tour chez lui une angoisse sourde qu'il ne parvenait pas à exprimer. Il se rendait compte que sa maladie était sévère. À cette époque, encore plus que maintenant, on cachait au patient le degré de gravité de sa maladie, ce qui n'aidait ni le patient ni sa famille. Les deux se rongeaient en silence. Après plusieurs semaines d'une attente insupportable, on annonça au père d'Émile qu'on pouvait tenter de guérir son fils en irradiant chaque jour un endroit bien précis de son fémur droit avec une dose de rayons de cobalt. Tu vois, je te l'avais dit, Jean, qu'il fallait garder bon espoir. Je te dirai ça quand je verrai les résultats. Le traitement dura plusieurs semaines. Un jour, le médecin spécialiste jugea que le bombardement de rayons de cobalt avait produit le résultat espéré. Émile fut déclaré guéri. Alors Jean, tu vois qu'on avait raison d'y croire. On a eu de la chance avec cette saloperie, c'est tout. À partir de ce moment-là, sans qu'on lui ait rien demandé, Élie se sentit investie d'une mission de protecteur vis-à-vis de son grand frère. Au collège, lors des récréations, Émile était assuré d'avoir un défenseur envers et contre tous. Lorsqu'il se faisait houspiller par certains gamins de son âge, comme cela se passe dans toutes les cours de récré, il ne fallait pas plus de quelques secondes pour que, surgit de nulle part, apparaisse un petit garçon qui sautait sur le dos d'un de ses harceleurs et le rouait de coups en criant « Ne touche pas à mon frère ou je te casse la gueule !» Il veillait sur le grand frère qu'il avait deviné, avant les autres, comme un peu plus faiblard. La mission d'Élie prit fin lorsqu'Émile entra à l'université. Ce n'est que lorsqu'il demanda, à la veille de son service militaire, une attestation médicale au médecin de la famille, qu'il se rendit compte qu'on l'avait traité pour une tumeur à cellules géantes, ce qui est une tumeur rare, à la fois bénigne et agressive localement. Le colonel médecin responsable du petit château crut cependant prudent d'apposer sur le formulaire d'enregistrement que la candidature du milicien Wenzel Émile au service militaire est refusée pour inaptitude physique. Après ses études, Émile rencontra Maya au cours d'une soirée d'étudiants.
Elle ressemblait à Claudia Cardinal dans le film Le Guépard de Luchino Visconti. Ils se marièrent quelques années plus tard. Il se souvint de ce jour où il était retourné chez ses parents pour prendre quelques affaires, les dernières affaires qui étaient restées chez eux et qu'il ramenait chez lui, quelques jours après son mariage avec Maya. Son père l'avait raccompagné jusqu'à sa voiture. Alors qu'il venait de fermer le coffre et qu'il ouvrait la porte du conducteur, il s'approcha de son fils. Il avait les larmes aux yeux, et il ne tarda pas à se mettre à pleurer. « Menke, je te demande pardon. »« Pardon de quoi, papa ? Je n'ai pas fait tout ce que j'aurais dû. »« Mais papa, je ne comprends pas. Ni pour toi ni pour ton frère. Tu as tout fait, au contraire. Moi, en tout cas, je te suis reconnaissant pour tout. Crois-moi, lui avait-il dit en le prenant dans ses bras. Aujourd'hui, je ne vous laisse rien. J'ai plus un bal. Quel gâchis. Papa, on s'en fout. Tu nous as payé nos études, tu nous as permis de voyager et tu nous as donné le bien le plus précieux. Tu nous as appris à rire. Les affaires de leur père n'avaient pas été un succès. Il n'avait pas la bosse du commerce et lorsqu'elles périclitèrent, il paya toutes ses factures pour ne pas être déclaré en faillite, mais il fut obligé, pour survivre, d'aller travailler comme chauffeur-livreur dans une firme spécialisée en informatique. Lui qui adorait tant la lecture, il était obligé de passer toute la journée au volant de sa camionnette. Émile avait vu son père partir de la maison en plein hiver, alors qu'il faisait encore noir et froid. Il se souvenait de sa silhouette trapue et courbée s'éloigner sur le trottoir enneigé. Il ressentait une pointe de culpabilité. La neige était tombée pendant la nuit et avait recouvert tout, aussi loin qu'on puisse voir. L'air froid pénétrait partout. Il fallait pourtant qu'il se rende au travail. Jean Wenzel sortit de la maison en frissonnant. En faisant un faux mouvement, il glissa sur une plaque de verglas devant la maison et se brisa la malléole. Il resta là, par terre, sans bouger. Émile et Élie avaient assisté de loin à la chute, et s'étaient ensuite portés à son secours pour éviter que l'on puisse croire qu'il avait bu. Ils voulurent le soulever, mais il était trop lourd. « Papa, lève-toi. Quelqu'un arrive. » Un voisin arrivait à sa hauteur. « Diable, monsieur Wenzel. Vous ne pouvez pas vous relever. Il faut appeler une ambulance, préconisa l'homme en s'adressant aux deux frères. Leur père se mit à rire. Un rire triste. C'est un rien gênant, mais mon assurance a expiré depuis 2 jours et je ne l'ai pas renouvelée. Dans ce cas, permettez-moi de vous conduire moi-même, annonça le voisin. Mon rendez-vous peut attendre. Émile et Élie étaient restés plantés là, sans vraiment savoir comment réagir. Ils avaient été soulagés de la réaction de ce voisin, et s'en voulaient de s'être montrés tellement nuls. Ils n'avaient donc pas toujours été tendres avec leur père. Et malgré cela, son amour à leur égard était inépuisable. Un père n'arrête jamais d'aimer ses enfants. Grâce à lui, Émile eut très vite le goût des voyages à l'étranger. Son père, sans le savoir, lui offrit la possibilité de vivre ailleurs en l'inscrivant sans lui demander son avis, à un concours organisé par l'État, le concours d'entrée à la carrière de chancellerie, soucieux qu'il était que ses enfants aient un emploi stable et qu'ils ne soient pas obligés de travailler aussi dur que lui à l'âge qu'il avait atteint. Émile n'avait aucune idée de la nature de cette carrière qui pouvait s'ouvrir à lui, mais comme c'était une épreuve ouverte à des gens qui voulaient partir à l'étranger, il se laissa séduire par le défi qui s'offrait à lui. Il passa cet examen haut la main. Son père parla à un de ses amis. « Tu sais ce qu'il m'a fait, ce saligot ? Je connais le beau-frère du ministre des Affaires étrangères, et je lui demande si le mari de sa sœur ne pourrait pas donner un petit coup de pouce. Il me répond d'accord. 2 semaines après il me rappelle, dit Jean, mon beau-frère ne peut rien faire pour ton fils. Ça l'embête, je ne te demandais quand même pas grand-chose, je dis. Non, il me fait, ne peut rien faire car ton fils est sorti premier de l'examen. Tu te rends compte ? Émile commença sa carrière au sein du ministère des Affaires étrangères. Il se rendit compte que l'examen qu'il avait présenté ne lui offrait aucune perspective de monter en grade. Ce n'était pas l'examen diplomatique, mais une épreuve destinée à recruter des agents qui allaient occuper principalement des fonctions administratives. On appelait ça une carrière plane. Rapidement,
Il fut envoyé en poste à l'étranger et se rendit compte que, carrière plane ou pas, il adorait cela. 2 ans plus tard, un peu avant la mi-juillet, la mère d'Émile l'appela par téléphone à Athènes où il assurait un intérim de 4 mois à l'ambassade de Belgique. « Votre père est très malade. Je crois qu'il a un cancer, et les médecins semblent dire qu'il n'en aurait plus pour très longtemps. C'est dommage que tu sois si loin. Je prends un vol demain matin, maman. » Quand il entra dans la chambre où se trouvait son père, Émile eut un choc. Le vieux était méconnaissable. Sa peau avait pris une teinte grisâtre. Le cancer avait déjà presque tout ravagé. Son père tourna la tête vers lui, et un maigre sourire éclaira son visage quand il reconnut Émile. « Je te croyais à l'étranger. »« Tu ne rêves pas, papa ?» murmura Émile en se penchant pour l'embrasser. « Je suis là. Ils m'ont envoyé en mission pour quelques jours à Bruxelles. J'en profite pour te dire bonjour. Ça me fait vraiment plaisir de te voir, mon fils. »« Moi aussi, papa. » Il prit une chaise et s'assit à côté de son père. Il ne put que constater que son état de santé était désespéré. Jean Wenzel n'avait pas l'air de se rendre compte de son état, et personne dans le corps médical ne l'avait informé. Quand il s'assoupissait, Émile se souvenait de toutes les rosseries qu'il avait pu lui dire quand il était adolescent. Il avait été honteux de son accent bruxellois. Il n'avait pas compris que c'était sa manière à lui, d'envoyer dinguer toute cette bande de snobs et de gens imbus d'eux-mêmes. Il aurait dû s'en rendre compte. Son père en imposait par sa classe naturelle, même s'il n'avait pas eu la chance de faire des études. C'était trop tard pour se rattraper. C'était écrit dans le grand livre de la vie. À jamais. Ce qui le rendait encore plus triste, c'est que son père n'avait jamais réagi violemment à ces attaques cruelles. Il lui avait juste dit un jour, « Émile, la seule chose que je te souhaite, c'est qu'un jour tu aies un fils comme toi. » Émile n'avait pas encore de fils à ce moment-là, mais cette phrase demeura en lui inscrite de manière indélébile. La morphine qu'on administrait à son père toutes les 3 heures l'apaisait, et lui donnait l'occasion de se laisser aller à des rêveries délirantes. « Tu vois les musiciens là ?» disait-il en désignant le mur devant son lit. « Oui, papa. Ils jouent une très belle musique, non ? » « Oh oui » soupirait-il avec un grand sourire et il fermait les yeux. Quand la morphine ne faisait plus son effet, le père d'Émile poussait des gémissements en grimaçant de douleur. Parfois, quand le mal était devenu insupportable, il hurlait. Cette saleté de cancer ne lui faisait pas de cadeau. Jean Wenzel avait permis à ce mal d'entrer sournoisement en lui quand il se rongeait pour ses enfants, pour son avenir financier et pour ce qu'il croyait avoir raté. Il avait baissé la garde, et cette saloperie en avait profité. La mort fut une délivrance pour lui et son entourage. Émile réalisa qu'ils avaient eu de la chance, son frère et lui, d'assister leur père pendant ces derniers moments. Nous avons trouvé dans les papiers laissés par la mère d'Émile et Elie Wenzel une lettre posthume adressée par Elie à son père. « Voilà des années que tu es mort, et voilà des années que je me demande pourquoi toi ? Pourquoi ? Tu étais le plus bourru des pères, et le plus merveilleux aussi. Je sais que tu as souffert quand nous n'étions pas des plus aimables, mais seulement des petits cons arrogants pleins de certitudes. Il nous est arrivé à mon frère et moi d'être gênés de toi, gênés par ton accent trop bruxellois à notre goût, un accent qui n'appartenait qu'à toi et qu'aujourd'hui nous nous plaisons à imiter, à refaire avec tes intonations ou tes expressions dont à présent nous tâchons de nous souvenir pour nous efforcer l'espace d'un instant de te voir devant nous, vivant, plus du tout embarrassé par ta dégaine avec ton gros chandail sans forme. Papa, je t'aimais tant et je n'ai jamais eu l'occasion ou si peu de te le montrer. J'avais été si fière quand tu étais venu au mois de mai me voir jouer Telcide dans Ces dames au chapeau vert, et que tu m'avais dit « Toi tu m'as fait rire, tu sais. » Tu étais monté avec beaucoup de difficultés sur la scène de la salle Lumen et moi, comme un crétin, je ne voyais pas le mal, ce putain de mal qui te rongeait et auquel tu devais succomber 2 mois plus tard. Tu étais un brillant conteur. Qu'est-ce qu'on aimait t'entendre raconter cette histoire de la voisine qui sentait mauvais, et que tu avais véhiculée un jour. C'était d'abord l'odeur, une autre fois une mouche l'avait suivi, une autre fois encore c'était un essaim. On attendait la fois suivante avec impatience pour voir comment l'histoire aurait évolué, et on prenait plaisir à tes exagérations. Quel talent!
J'ai pleuré une fois très fort bien après l'enterrement. Je ne pouvais plus m'arrêter. Le bruit de la terre sur ton cercueil me résonne aux oreilles. Tu m'as demandé un soir, je n'ai quand même pas le cancer? J'ai menti. J'ai dit non, que tu allais t'en sortir, parce que j'ai entendu une infirmière qui en parlait au médecin. C'était le malade de la chambre d'à côté dont il parlait, papa, t'inquiète. C'est à toi qu'on pensait lorsque nous avons pris la décision de demander que l'on mette fin à tes souffrances. Nous sortons de ta chambre. Le médecin a demandé entre-temps à l'infirmière de te donner de la morphine. La porte se referme sur cette grosse infirmière avec son plateau et ses seringues. Elle revient dans le couloir. Voilà, il ne souffre plus. Vous pouvez l'accompagner dans ces derniers instants, si vous voulez. Nous recueillons ton dernier souffle. Je t'embrasse. Repose en paix, papa. À l'automne de cette même année, 56 ans après que Jean Wenzel eut rédigé un texte de 2 lignes sur le Congo dans son almanach Payot de 1923, Émile Wenzel partit pour le Rwanda. Son père lui avait inoculé le virus de l'aventure. Le territoire des grues couronnées. 1. Un jeu de dupes. Cette fois-là, Émile Wenzel n'était pas très enthousiaste à l'idée de retourner à Kigali. Il laissait derrière lui sa femme Maya et son petit garçon. Émile et Maya avaient décidé, un peu contraints, qu'elle ne retournerait pas au Rwanda avec l'enfant. Émile allait y entamer seul sa 5e année de séjour, probablement la dernière. Il avait embarqué dans le DC-10, le cœur gros. Son petit garçon avait été mis au monde à Bukavu par Annie, une maman rwandaise. Un matin, le téléphone avait sonné chez Émile. « Dis-moi, Émile, est-ce que tu es toujours disposé à accueillir chez toi un joli petit bébé métis ? » « Évidemment, Thérèse. »« Fille ou garçon ? » ?»« On n'est pas en Europe, Émile. »« Tu verras bien. »« Tu as raison. Fille ou garçon, on sera ravis, bien sûr. »« Alors j'ai une très bonne nouvelle pour toi, » annonça Thérèse, « tu devras t'occuper de ma cousine à partir de maintenant. Elle ne veut pas avoir d'enfant, mais elle ne veut pas avorter. En quoi est-ce une bonne nouvelle pour nous ? Elle vient de tomber enceinte. Elle est beaucoup trop jeune. Ses parents ne le savent pas et il faut qu'elle cache sa grossesse. Elle leur a annoncé qu'elle avait trouvé du travail dans le Nord. Ne désirant pas s'embarrasser d'un bébé qu'elle avait conçu, sans vraiment l'avoir voulu, avec un gentil blanc de passage et à l'insu de ses parents, elle avait demandé conseil à sa cousine Thérèse qui à son tour s'était adressée à Émile. « D'accord. Je vais voir ce que je peux faire, mais tu peux compter sur moi. On ne va pas la laisser seule face à ces amputés du bulbe. » Émile faisait allusion aux autorités rwandaises qui pourchassaient depuis quelques mois les jeunes femmes qui avaient fauté, avec des étrangers. On ne savait pas très bien quel était le sort que leur réservaient les autorités, ni ce qu'il advenait de leur bébé. Plusieurs Belges s'étaient précipités à l'ambassade pour épouser les jeunes femmes rwandaises, avec lesquelles ils avaient vécu en concubinage depuis des années sans jamais avoir été inquiétés. Mais là, la situation devenait intenable. Toute jeune célibataire paniquait à l'idée de se faire coffrer, une fois que sa grossesse était apparente. C'était le cas d'Annie. Émile Wenzel avait appris depuis quelques années qu'il était stérile. Les bombardements de rayons de cobalt quand il avait 14 ans avaient provoqué sa stérilité. Le pessimisme de son père s'était révélé prémonitoire. Sa femme et lui avaient convenu que s'il désirait un jour fonder une famille, il faudrait recourir à l'adoption. Ce coup de fil de Thérèse était providentiel. Émile avait tenu sa promesse et avait envoyé Annie chez René, un ami qui vivait à Rugabama, à la frontière de l'Ouganda, dans une concession minière qui tournait au ralenti. L'endroit était merveilleux et préservé de la poussée démographique qu'on commençait à percevoir partout au Rwanda. La propriété était clôturée et surveillée. C'était selon Émile, l'endroit idéal pour être tranquille. Mais au bout de 15 jours, Annie avait demandé à Émile de lui trouver un autre endroit moins isolé. « Qu'est-ce qu'il s'est passé à Rugabama, Annie ? » « Écoute, je ne sais pas trop. Je me fais peut-être des idées, mais je ne me sentais pas en sécurité avec tous ces travailleurs. Ils n'arrêtaient pas de me lorgner. Et puis la nuit c'est sinistre.
Annie avait l'impression que les travailleurs la regardaient avec concupiscence. Il faut dire que la vision de cette jeune femme, habillée à la dernière mode, les changeait de leur quotidien. Loin de leur famille, sans femme à proximité, ils pouvaient se repaître de la vision de cette jolie créature au ventre rebondi et espérer qu'elle succombe à leur charme. Émile n'avait pas hésité et lui avait fait traverser tout le pays jusqu'à Cyangugu, une ville au sud-ouest, à la frontière du Rwanda et du Zaïre, à côté de Bukavu. Il y connaissait Suzanne, une femme médecin, divorcée, vivant seule depuis longtemps. Elle lui avait été présentée quelques années auparavant, par un ami rwandais. Émile et Maya avaient tissé de forts liens d'amitié avec elle. Suzanne avait accepté de recevoir chez elle cet inconnu. Suzanne était la personne tout indiquée pour pouvoir s'occuper d'Annie, et la rassurer. Que rêver de mieux pour une femme enceinte? Annie pourrait la consulter à tout moment, et elle ne se sentirait pas seule. Elle n'aurait plus à subir la pression de ces hommes en mal d'affection. À l'ambassade, Émile avait naïvement annoncé que Maya et lui allaient adopter un petit bébé qui était encore dans le ventre de sa mère. Cette information apparemment anodine, et qui aurait dû attendrir les cœurs les plus durs, n'était pas tombée dans l'oreille d'un sourd. Un lundi après-midi, quelque temps après qu'Émile avait annoncé cette nouvelle, Suzanne l'appela à la maison. « Est-ce que tu as toujours l'intention d'adopter l'enfant d'Annie ? » Mais bien sûr Suzanne, bredouilla Émile interloqué. « Pourquoi tu me demandes ça ? Elle a perdu son bébé ? » « Rien de tout ça. »« Mais alors pourquoi cette question ? Tu m'inquiètes. Ton collègue Albert Dutilleul est venu ce week-end à Cyangugu pour rencontrer Annie. Qu'est-ce qu'il allait foutre à Cyangugu ? Qu'est-ce qu'il a à voir avec Annie ? Ne me dis pas que... » Wenzel avait peur de comprendre. Le numéro 2 de l'ambassade, Albert Dutilleul, un diplomate qui s'était montré aimable et amical jusque-là, s'était rendu le week-end précédent en cachette à Cyangugu pour rencontrer Annie. Dutilleul avait la trentaine bien avancée. Son visage était anormalement pâle. Il portait une barbe en collier sans moustache, comme un chef scout. Ses yeux bleu pâle étaient froids. Suzanne n'était pas là au moment de l'arrivée de Dutilleul dans sa maison. Elle était rentrée quelques minutes après, par l'entrée de service et suivant son intuition, elle avait fait en sorte de ne pas se faire voir. Elle avait perçu quelques bribes de ce que Dutilleul disait à Annie. « Comme tu sais, cet enfant que tu portes n'a pas de père officiel et les autorités rwandaises ne voient pas d'un bon œil des femmes comme toi. En revanche, tout peut s'arranger si tu te montres raisonnable. Les Wenzel ne sont pas des gens fiables. Ils sont trop jeunes. Ils ne vont pas bien s'occuper de ton enfant, je le crains. Mon frère et sa femme ont, eux, un projet pour ton enfant. Ils vont le prendre en charge de la meilleure des manières, crois-moi. Si tu as besoin de quoi que ce soit, nous sommes en mesure de te l'offrir. Ils sont disposés à t'indemniser, généreusement. Je voudrais que tu me fasses connaître l'évolution de ta grossesse, au cas où tu aurais besoin de quelque chose. Lorsque j'ai fait ma fausse entrée, continua Suzanne, j'ai marqué mon étonnement de le voir là. Il m'a annoncé qu'il passait justement dans la région, car il a aussi un frère religieux qui vit à Bukavu. C'est exact. Je l'ai déjà vu ici. C'est une bonne personne, confirma Émile. Quand il est parti, j'ai demandé à Annie si les Wenzel lui avaient dit quelque chose. Elle a répondu par la négative. Quel culot, s'exclama Émile. Je ne te le fais pas dire, lui répondit Suzanne. Wenzel n'en revenait pas. Dutilleul et lui s'étaient entendus très bien depuis le début de leur séjour. On aurait même pu dire qu'ils étaient comme des larrons en foire. Il est vrai que les larrons ne sont jamais fiables l'un envers l'autre lorsqu'ils sont confrontés à des flics. Mais ici, en apparence, il n'y avait pas la moindre raison pour qu'ils s'affrontent. Larron en foire, c'était une simple expression après tout. En réalité, on ne connaît pas le cœur des gens, même celui de ceux qui vous semblent proches. Dutilleul avait bel et bien un intérêt dans cette affaire. Pendant les quelques longues semaines qui passèrent ensuite, Émile apprit ce qu'était être un vrai diplomate. L'art de dire à quelqu'un d'aller au diable de manière telle qu'il laisse tout tomber, séance tenante, pour être sûr de le rencontrer avant tout le monde. Les relations qu'il entretint avec Albert Dutilleul furent des plus affables. Wenzel ne manquait jamais une occasion d'aller dans le bureau de Dutilleul,
pour lui en raconter une bien bonne. Émile s'esclaffait apparemment de bon cœur à toutes les plaisanteries que l'autre lui lançait, se croyant tout aussi bon diplomate. Émile déclina sous toutes leurs formes les mots agréables, amènes, charmants, gracieux, obligeants, plaisants et sympathiques à l'égard de Dutilleul. Comme deux araignées qui ont capturé des mouches, Wenzel et Dutilleul s'enrobèrent méthodiquement l'un l'autre avec des concepts de courtoisie apparente et de bienveillance superficielle. Émile avait un avantage sur Dutilleul. Il savait, et l'autre ne savait pas qu'il savait. Il observait avec attention les efforts pathétiques déployés par ce faux jeton, pour leur dérober le bébé d'Annie. Ce fut un beau jeu de dupes. Annie donna naissance à son enfant début juin à Bukavu, dans le pays à côté. Cyangugu et Bukavu étaient les deux villes frontières entre le Rwanda et le Zaïre. En accouchant au Zaïre, Annie ne risquait pas d'avoir des ennuis avec les autorités rwandaises. Suzanne prit un petit avion 3 jours plus tard, et apporta à Émile et à sa femme un petit garçon emmailloté comme une poupée. Et c'est ainsi que le petit Yohani entra dans leur vie. Avec une jouissance contenue, mais réelle, Émile vint trouver Albert Dutilleul. « Albert, j'ai un service à te demander. Peux-tu relire avec moi l'acte notarié pour l'adoption de mon fils ?» Albert prit le signataire en main, et se pencha sur le document. Son visage déjà fort pâle au naturel blêmit encore plus. « Je me suis trompé dans le libellé ?» interrogea Émile. Albert poursuivit sa lecture sans rien dire. « Je te dis ça parce qu'il suffit parfois d'une virgule mal placée pour changer le sens d'un texte. Et je préfère m'adresser à quelqu'un qui s'y connaît, » ajouta Émile perfidement. « Non, tout semble correct, » continua-t-il, imperturbable avec un soupçon presque imperceptible d'agacement. « Tu m'as fait peur ?» continua Wenzel qui cachait mal son amusement. Albert le regarda sans rien dire et acheva la lecture. Il leva la tête et s'adressa à Émile. « Je suppose qu'il me reste à vous féliciter, Maya et toi. Vous avez mené ce dossier comme de vrais pros. Je te remercie Albert. Il faut dire que tout le monde ici a été très gentil avec nous, toi tout particulièrement, et que tu as fait de ton mieux pour rendre cette adoption possible, » répondit Émile avec une fausse candeur. « C'est la moindre des choses quand on peut rendre service à un collègue, » souffla Albert avec un sourire contraint qui camouflait à peine une froideur rageuse. Albert Dutilleul quitta définitivement le poste quelques semaines plus tard. Il avait agi en sournois, et avait raté son coup. Il ne sut jamais avec certitude si sa perfidie avait été dévoilée, dès la mise en route de ce plan diabolique. Émile, de son côté, laissa planer le doute puisqu'il ne changea jamais d'attitude à l'égard de son collègue. Même si elle était soulagée et heureuse d'avoir confié son enfant à ce jeune couple, Annie avait eu l'intuition que la blessure de cet abandon forcé ne pourrait jamais vraiment guérir. Elle avait donc bien spécifié qu'elle donnait son petit garçon à la seule condition qu'elle ne le revoie pas au détour d'une rue de Kigali, une ville grande à l'époque comme un mouchoir de poche. 2. L'aéroport d'Entebbe. C'est vers ce mouchoir de poche que le triréacteur long courrier fabriqué par la compagnie McDonnell Douglas se dirigeait, au-dessus du désert du Sahara. Le survol de cet océan de sable avait été comme d'habitude, entrecoupé de trous d'air. Les courants d'air ascendants que les avions rencontrent au-dessus du Sahara entraînent des variations d'altitude de quelques dizaines de mètres. L'avion s'était mis à vibrer, et la carlingue avait semblé être prise de soubresaut. Émile Wenzel pensa « Quelle belle manière de faire sentir à l'être humain combien il est petit face à la nature toute-puissante. » Il avait pris l'habitude de ces moments pénibles, mais cette fois-ci, à cause de sa tristesse, de sa fragilité, les redoutables secousses agissaient comme une fraiseuse de dentiste sur son moral. Lors de son retour en Belgique, il n'avait vu son fils que pendant quelques jours. L'enfant ne l'avait évidemment pas reconnu. Il avait tourné son petit visage vers sa mère venue l'accueillir à l'aéroport pour lui demander du regard ce que lui voulait ce drôle de type, souriant et barbu. C'était donc très dur de quitter de nouveau ce petit garçon qui, dans quelques mois, se souviendrait encore moins du visage de son papa. Au bout de 8 heures, aux petites heures du jour, le DC-10 avait surgi au-dessus de la forêt pour se poser élégamment sur la piste de l'aéroport d'Entebbe, à quelques centaines de mètres du lac Victoria.
Wenzel regarda par le hublot. Frédéric Capard, mécanicien qualifié pour le DC-10 utilisé par la Sabena, attendait en bas de l'escalier placé du côté gauche de l'appareil. C'était un grand type d'une quarantaine d'années, très mince et très distingué. Le steward en charge de la première classe descendit l'escalier pour lui remettre le courrier. Capard le déposa dans la camionnette qu'il avait garée en dessous du nez de l'appareil, puis il s'assura que ses adjoints avaient fixé correctement le tuyau d'alimentation du kérosène. Il fallait que l'avion puisse avoir assez de carburant pour assurer le trajet Entebbe-Kigali, et ensuite Kigali-Nairobi où le prix du kérosène était le plus bas de la région. Il monta l'escalier pour saluer les hôtesses qu'il connaissait toutes par leur prénom. La chef de cabine lui avait préparé un panier Sabena rempli de vivres frais, quelques fromages à pâte dure, du saucisson, une bouteille de whisky et une autre d'un excellent Bordeaux. Tous ces vivres étaient introuvables sur place. C'était une manière à elle de lui témoigner sa reconnaissance pour la compétence, le courage et l'abnégation dont il faisait preuve depuis tant d'années. Capard était l'unique employé de la Sabena en Ouganda. Celui que ses copains appelaient avec humour un cas à part, était capable de fabriquer n'importe quelle petite pièce d'avion pour dépanner un appareil qui aurait eu quelques problèmes inattendus. On disait qu'on avait fait appel à lui à Kigali pour façonner une pièce indispensable à la fermeture de la porte d'un avion qui avait été endommagé lors d'une escale. Il s'était enfermé dans un petit atelier à côté du hangar de la Star, une compagnie privée de transport aérien qui opérait presque essentiellement au Rwanda et dans les pays avoisinants. Au bout de 2 heures, il avait fabriqué la pièce. Une fois arrivé à Bruxelles, les techniciens sur place n'avaient pas jugé utile de remplacer la pièce de Capard. Elle était parfaite. La tour de contrôle de l'aéroport d'Entebbe portait les traces laissées par les événements dramatiques qui avaient eu lieu 8 ans auparavant. Au début de l'été 1976, 4 terroristes pro-palestiniens, 2 Allemands et 2 Arabes, membres du Front populaire de libération de la Palestine, avaient détourné sur Entebbe un Airbus A300 d'Air France après son décollage d'Athènes où il avait fait une première escale. Il assurait la ligne Tel Aviv-Paris. Les 4 terroristes, auxquels vinrent s'ajouter 3 autres pirates, voulaient faire libérer une cinquantaine des leurs, détenus pour meurtre dans les prisons israéliennes ainsi qu'au Kenya, en France, en Suisse et en RFA. République fédérale d'Allemagne. Après avoir fait une nouvelle escale de 7 heures à Benghazi en Libye, l'avion piloté par les 2 terroristes allemands qui avaient pris les commandes des mains du commandant français, avait atterri au milieu de la nuit du 27 au 28 juin sur la piste du vieil aéroport d'Entebbe, situé à une quarantaine de kilomètres de Kampala, la capitale de l'Ouganda. Le président Idi Amin Dada avait été prévenu par l'ambassadeur de France, alors que l'appareil survolait déjà Entebbe. Idi Amin, allié de l'Organisation de libération de la Palestine, avait réussi à convaincre les terroristes de faire descendre les passagers dans le hall de transit de l'aéroport vétuste. Le 30 juin, 147 passagers furent libérés. Les terroristes exigeaient que leurs revendications soient satisfaites avant le 1er juillet, sinon ils feraient sauter l'avion avec les otages restants. Ceux-ci étaient tous de confession juive. Comme le délai semblait court pour tout le monde, les terroristes acceptèrent de repousser leur ultimatum jusqu'au 4 juillet. Le commandant français et son équipage refusèrent d'être libérés tant que des passagers resteraient pris en otage. Alors qu'avaient lieu ces négociations interminables, l'armée israélienne organisa, sans prévenir personne, un raid sur l'aéroport d'Entebbe. Elle envoya un avion de transport Hercule jusqu'en Ouganda. Les pilotes israéliens volèrent à basse altitude, le long de l'océan Indien, afin d'échapper au radar. Toute l'opération avait été calculée, à la seconde près. L'opération au sol dura une vingtaine de minutes. Elle fut baptisée Opération Entebbe ou Opération Thunderbolt, puis rebaptisée rétroactivement Opération Jonathan en souvenir du soldat israélien Yonatan Netanyahou, le seul soldat israélien qui fut tué pendant l'opération. Il était le frère aîné de Benyamin Netanyahou. Le commando libéra la quasi-totalité des 240 personnes retenues et tua tous les terroristes.
2 otages furent tués par des snipers ougandais, pendant que le commando évacuait les passagers vers leur avion. En réplique, 20 soldats ougandais, dont les 2 snipers, furent abattus par les soldats israéliens. Un troisième personne, une dame de 73 ans, évacuée quelques heures avant dans un hôpital de Kampala, fut abattue le lendemain du raid par de courageux officiers ougandais, sur ordre d'Idi Amin Dada pour venger l'humiliation subie. 3. Les oiseaux. Le plein de l'avion était terminé. Frédéric Capard descendit. Il fit retirer l'escalier et fit au revoir de la main. L'appareil amorça son taxi vers la piste de décollage, après avoir reçu l'autorisation de la tour de contrôle. En bout de piste, le commandant, assisté de son flight engineer, fit vrombir les 3 moteurs Pratt & Whitney JT9D. Les puissantes turbines des réacteurs avaient atteint leur vitesse de rotation maximale. Le pilote et son copilote firent les dernières vérifications. L'avion s'élança à toute allure sur la piste et décolla. Émile Wenzel regardait vers la gauche. Il savait que l'avion allait amorcer un tournant au-dessus du majestueux lac Victoria, le plus grand lac d'Afrique d'une superficie de plus de 69 000 km². La vue était d'une beauté époustouflante. En quelques secondes, le DC-10 qui avait quitté la terre ferme avec souplesse, commença à monter pour atteindre son altitude de croisière au-dessus du lac Victoria et prendre son cap sud-ouest vers Kigali. Le soleil levant dardait ses rayons bienfaisants à travers les nuages et se reflétait dans les eaux calmes de cette mer intérieure. Il ne fut pas déçu. L'image offerte à ses yeux lui parut comme un cadeau immatériel qu'il garderait en mémoire pour les jours difficiles. Soudain, alors que l'appareil continuait son ascension, Émile Wenzel entendit un pac-pac des 2 côtés de l'avion. Cela l'étonna, mais il ne s'inquiéta pas outre mesure. Les pilotes Sabena étaient des experts. Il vit une hôtesse de l'air se lever brusquement de son strapontin et se diriger vers le cockpit. Elle a l'air bien pressée de rejoindre le commandant dans le cockpit, lança Émile en faisant un clin d'œil à son voisin. Le vol ne dure que 50 minutes. C'est maintenant ou jamais, répondit-il pince sans rire. Elle a été plus rapide que les autres. Connaissant ce commandant, je crois même que pour éviter des embouteillages, il distribue des tickets. Elle avait le numéro gagnant. Regardez la tête des autres hôtesses. Elles n'ont pas l'air ravies, poursuivit Émile sur le même ton. Comme pour lui donner raison, une des hôtesses adressa à Émile un sourire crispé. Le personnel de cabine affichait des visages épanouis, mais on voyait qu'ils étaient nerveux. Wenzel se demanda, au-delà de sa galéjade, pourquoi ils avaient l'air si tendus. L'avion amorça sa descente vers Kigali. Émile entendit le train d'atterrissage se déployer et se fixer avec un bruit caractéristique et rassurant. Il se rendit compte que le pilote plaquait rapidement les roues de son appareil sur le tarmac, en tout début des 3500 mètres de piste. Émile remarqua que les aérofreins semblaient inefficaces. Les inverseurs avaient beau avoir l'air de fonctionner, l'avion ne donnait pas l'impression de freiner. Juste à la fin, alors que l'avion était à quelques dizaines de mètres du bout de la piste, le pilote réussit à ralentir l'allure et fit pivoter le gros triréacteur pour le diriger vers l'aérogare. Tandis que l'avion roulait sur le tarmac, la chef de cabine s'approcha d'Émile Wenzel avec le sourire. Les pilotes et leur flight engineer sont des A. Ils ont atterri sur un seul moteur. Un seul moteur ? Lequel ? Le moteur central. Celui qui est situé à la base de la dérive. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Vous n'allez pas le croire. C'est arrivé au moment où on était en pleine ascension, au-dessus du lac Victoria. Les 2 moteurs en dessous des ailes ont avalé un nombre indéterminé de gros oiseaux qui volaient à la même altitude. Les 2 turbines se sont bloquées presque immédiatement. Maintenant que vous le dites, c'est vrai que j'ai entendu un bruit bizarre, une sorte de pac-pac. Mais, on aurait pu s'écraser, s'écria Wenzel terrifié, réalisant soudain ce à quoi ils avaient échappé. Ben oui, poursuivit la chef de cabine impitoyable, mais le commandant et son second ont préféré continuer vers Kigali. Pourquoi ? Parce que c'était pour lui la moins mauvaise solution. On ne pouvait pas retourner vers Entebbe ? Vous n'avez pas vu dans quel état est l'aéroport ?
Remplir les réservoirs prend moins de temps que faire descendre les passagers. Pour aller où, d'ailleurs? Les halls pour accueillir les passagers ne sont toujours pas réparés. NTB est juste une escale qui nous permet de nous ravitailler en carburant. Il y en a toujours. On est presque les seuls utilisateurs. Vous voulez dire, demanda Wenzel, que même Frédéric Capard n'aurait été d'aucune aide? Frédéric est un génie de la mécanique, mais il ne peut pas faire de miracle et remplacer 2 moteurs à la fois. Et puis, on venait de remplir le zinc de kérosène. Si le commandant avait pris la décision de redescendre sur NTB, on aurait dû larguer je ne sais pas combien de tonnes de fioul au-dessus du lac. Vous vous imaginez le mess. Je suppose que cela aurait causé une pollution effroyable. Sans compter les amendes carabinées. Les Ougandais adorent recourir à ce procédé. Comme vous le savez sans doute, les autorités ougandaises sont dans la tourmente. C'est un moyen comme un autre de renflouer les caisses de l'État. C'est pour ça que le commandant a préféré prendre le risque de poursuivre sa route. Atterrir à NTB plus longtemps qu'il ne faut n'était pas une option. La Sabena était la seule compagnie qui avait osé continuer à assurer la ligne depuis l'Europe, en dépit de la situation très instable qui prévalait dans cette partie de l'Afrique. 3 ans après le raid sur NTB par les commandos israéliens, Idi Amin avait été renversé, en avril 1979, par l'armée tanzanienne après avoir déclenché une guerre avec la Tanzanie. Pendant 1 an et demi, un directoire militaire piloté par les Tanzaniens avait dirigé le pays. En décembre 1980, Milton Obote, à la faveur d'élections contestées, avait repris le pouvoir. Au moment où ces oiseaux avaient failli faire chuter le DC-10, l'Ouganda demeurait un pays très instable. Malgré ce que certains esprits chagrins et sourcilleux de la procédure auraient pu objecter, le commandant avait fait le bon choix. 4. Traversée du Kenya et de l'Ouganda. Émile Wenzel se souvenait de son passage à la fin 1979 en Ouganda. C'était au tout début de son séjour au Rwanda. Son collègue Albert Dutilleul était arrivé à Kigali, 2 semaines après lui. Peu avant leur départ pour l'Afrique, ils avaient acheté chacun une voiture. Le prix du transport aérien de véhicules étant à cette époque prohibitif, Dutilleul et Wenzel avaient fait embarquer leurs véhicules, une Peugeot 504 et une Renault 4, dans un cargo qui faisait escale à Mombasa, au bord de l'océan Indien. Pour éviter des frais supplémentaires, ils avaient décidé d'aller chercher leur voiture au Kenya. Ils avaient logé une nuit à Nairobi et avaient pris le lendemain un petit avion pour Mombasa. Ils s'étaient tout de suite rendus au port où Paul Van Bever, le consul honoraire de Belgique à Mombasa et le représentant de l'Agence maritime internationale les attendaient. On le connaissait sous le nom de Whispering Paul. En fait, il était tout sauf un chuchoteur. Quand il parlait, c'était toujours avec quelques décibels plus haut que les autres. Il avait été capitaine au long cours et avait sillonné toutes les mers du globe. Son surnom humoristique provenait précisément du fait qu'il avait toujours été obligé de crier pour se faire comprendre de son équipage, quand son bateau était au milieu des flots, et que le vent soufflait en continu. Quand il rentrait dans un restaurant ou un café bondé, c'était à lui qu'on s'adressait pour passer la commande. Whispering Paul avait reçu Wenzel et Dutilleul dans son bureau. Quand vous aurez atteint Voi, c'est à 160 km de Mombasa, disons à 2h30, en roulant bien. Juste après la bourgade, vous devez absolument prendre la piste qui vous mènera à l'entrée du Tsavo-East. Ah oui. Il paraît que le parc est magnifique. Je veux mon neveu. C'est un parc fantastique. Vous ne le regretterez pas. Ensuite, plus au nord, après Nairobi, arrêtez-vous au lac Naivasha. Une pure merveille. Et puis, si vous voulez voir les flamants roses, des milliers de flamants roses, il faut aller au lac Nakuru. C'est à 70 km de là. On va suivre vos conseils, commandant. Un tout grand merci. Une fois les formalités douanières effectuées dans le port de Mombasa, ils avaient pris la route et traversé le Kenya en passant par Nairobi et Nakuru pour finalement, après avoir roulé près de 1000 km sur de très bonnes routes et dans un paysage de cartes postales, atteindre Busia, la ville frontière entre le Kenya et l'Ouganda. La bourgade était située exactement à cheval sur la frontière.
Il y avait donc Busia au Kenya et Busia en Ouganda. Ils avaient dû passer la nuit dans le No Man's Land, au milieu de centaines de camionneurs résignés. Le poste frontière était fermé de 18h à 6h du matin, et il n'y avait aucun moyen de passer. La plupart de ces forçats de la route faisaient le trajet Nairobi, Kampala et retour au moins une fois par semaine. Une petite communauté improvisée avait éclos au milieu de ces centaines de camions. Des épiceries, des débits de boissons, des mini-restaurants et des prostituées vaquaient toute l'année à leurs occupations. Conscients qu'ils n'étaient pas les bienvenus dans ce monde à part, Dutilleul et Wenzel restèrent cloîtrés dans leur voiture jusqu'aux petites heures du matin. Dès que la barrière fut ouverte, ils s'élancèrent sur les 200 km qui les séparaient de Kampala. Albert Dutilleul précédait Wenzel avec sa Peugeot 504. Les deux collègues avaient eu la bonne idée, au moment où ils franchissaient la frontière, de prendre en stop 2 fonctionnaires des douanes ougandais qui avaient profité de l'aubaine qui leur était offerte. Alors qu'ils venaient de parcourir une dizaine de kilomètres, Wenzel vit la 504 de Dutilleul stopper net et entamer une brusque marche arrière d'une dizaine de mètres. Wenzel eut juste le temps de ralentir et de l'éviter. Mais qu'est-ce qu'il fout ? J'ai failli lui rentrer dedans. Le douanier ougandais assis à côté de Wenzel lui demanda d'arrêter le moteur. À côté d'une grosse pierre, une branche de palmier s'étalait nonchalamment sur l'asphalte. Un peu en contrebas de la route, à l'ombre d'un bananier, Wenzel aperçut une forme habillée en kaki. Il distingua aussi une deuxième silhouette en uniforme, qui s'était levée brusquement. « Votre ami vient de franchir une barrière militaire sans s'arrêter. C'est grave. » « Une barrière ? Mais je ne vois rien. » « Si, regardez par terre. Ces touffes d'herbe et ce gros caillou indiquent qu'il faut s'arrêter. Ce sont des soldats tanzaniens. Ils sont compliqués. Vous ne pouvez pas faire quelque chose ? Vous êtes un fonctionnaire de l'État ougandais, suggéra Wenzel. Je vais voir, mais je ne garantis rien. Ils sont compliqués, répéta l'Ougandais en ouvrant la portière. Le douanier se dirigea vers les soldats et expliqua en swahili, la langue parlée en Tanzanie et dans la plupart des pays de l'Est africain, que ces blancs étaient des diplomates. Un des soldats, une kalachnikov en bandoulière, approcha de la Peugeot et se pencha pour voir la plaque d'immatriculation. Il marcha le long du véhicule en jetant un coup d'œil à l'intérieur, puis s'approcha de la Renault 4 de Wenzel et aperçut l'autre plaque CD. Wenzel avait en effet pris la précaution de transporter des plaques CD dans sa valise, et les avait fixées sur les 2 véhicules avant de quitter le port de Mombasa. Puis, il s'adressa au douanier qui était sorti de la modeste voiture en des termes que Wenzel devina peu amènes. De temps en temps, surgissaient quelques mots anglais entre du swahili comme des phares dans l'obscurité. « Officer Kuwa Mkubwa » disait l'Ougandais en choisissant ces mots, « Mabalodzi awa ni watu wazuri. Zernis guys. Ona, walitupa lift wakati awakulazimika. Washa wandele na safari yao kwa amani, wakiwa na kumbukumbu nzuri zeda askari wa Tanzania. Mebali na hilo, wako tayari kutoa chochote, ajouta-t-il en frottant son pouce contre son index, en direction de Dutilleul et Wenzel et à l'insu des 2 Tanzaniens. Wenzel comprit et s'exécuta. Il remit quelques billets au douanier qui les tendit aux soldats tanzaniens. Il remonta ensuite dans la R4. Wenzel remit le contact et fit tourner le moteur. Albert, ne pose pas de questions, démarre. Je t'explique plus tard. Reste près de moi, je t'en supplie, glapit Dutilleul. Comme par enchantement, le soldat fit signe à Albert Dutilleul de remonter dans sa voiture et de démarrer. Dutilleul ne demanda pas son reste et démarra. Wenzel colla sa R4 au pare-choc de la 504. Il s'adressa à l'officier des douanes ougandais, qui était remonté dans sa voiture. « Je ne sais pas ce que vous leur avez dit, mais vous avez fait des miracles. Ce n'est rien, mon frère. C'est l'Afrique. Sans vous, nous étions foutus. Merci. Dites à votre collègue d'être prudent. Il y a encore des barrages comme celui-ci, avant d'arriver à Kampala. Qu'il ne commette plus d'erreurs. Il m'a l'air nerveux. » Wenzel se porta à la hauteur de la 504 et lui fit signe d'arrêter. « Qu'est-ce que tu veux ? Ce n'est pas prudent de s'arrêter.
Il pourrait y en avoir d'autres sur la route, lança du Tilleul. Justement, monsieur me signale qu'il y a encore au moins 3 barrages comme celui-ci avant d'arriver. Je passe devant toi. Oui, comme ça on sera sûr. Wenzel dépassa la Peugeot et vit que du Tilleul semblait soulagé. Votre ami a l'air nerveux, répéta l'Ougandais. Ce n'est jamais bon quand on passe ce genre de barrage. Vous avez bien fait de passer devant. Vous savez qu'il y a un couvre-feu dans tout le pays, à partir de la nuit tombée ? Non. Mais maintenant, je comprends pourquoi la frontière est fermée pendant la nuit. Qu'est-ce que vous nous conseillez ? Si j'étais vous, je m'arrêterais à Kampala pour la nuit. Vous ne réussirez jamais à arriver à la frontière rwandaise avant le début du prochain couvre-feu. Pour relier Kampala à Kagitumba, poste frontière entre l'Ouganda et le Rwanda, il fallait parcourir près de 350 km vers le sud-ouest en passant par les villes de Masaka et de Mbarara. Wenzel informa du Tilleul de ce que venait de lui dire le douanier. Reste devant moi alors jusqu'à Kampala. On ne sait jamais. Quand ils atteignirent les faubourgs de la ville, le douanier demanda à Wenzel d'arrêter. Laissez-nous ici. On est arrivé. Il n'y a plus de barrage jusqu'en ville. Wenzel prit congé des 2 hommes. Albert, ces messieurs sont arrivés à destination. On les laisse ici. Est-ce bien prudent ? Ils sont sûrs qu'il n'y a plus de barrage ? N'oublie pas qu'on ne parle pas le swahili. T'inquiète, le centre est à 5 minutes d'ici. Du Tilleul se contenta, en repassant devant, de leur faire un vague signe de la main en guise de remerciement. Les 2 collègues arrivèrent quelques minutes plus tard dans le centre de Kampala. Il était déjà midi, l'heure d'aller se restaurer, d'autant qu'ils n'avaient plus mangé un vrai repas depuis l'avant-veille. Toute la ville était dans un état désastreux. Des combats s'étaient déroulés dans les rues. Il faudrait presque qu'une flotte de Canadair puisse larguer des tonnes de peinture sur cette ville, pensa Émile, tant les bâtiments paraissaient sales et mal en point. Wenzel et du Tilleul garèrent leur voiture dans le parking d'un grand hôtel et se dirigèrent à pied vers ce qui ressemblait le plus à un restaurant. Le Speck Hotel. L'établissement avait été pompeusement baptisé du nom de John Hanning Speke, explorateur anglais qui avait découvert le lac Victoria en 1858 et les sources du Nil en 1863. L'entrée du Speck Hotel était verrouillée par un rideau métallique. Un passage avait été aménagé pour permettre aux rares clients d'accéder à la salle de restaurant, après s'être acquittés d'un droit d'entrée. Wenzel et du Tilleul s'installèrent à table. Ils n'avaient pas fermé l'œil dans le no man's land entre le Kenya et l'Ouganda, et étaient affamés. Wenzel appela le garçon pour lui demander de leur apporter à chacun une bière bien fraîche. « Sorry sir. We don't have beer », s'excusa le garçon avec un air désolé. « Oh. Well. Then, give us a big bottle of soda. »« Sorry sir. We only have brandy or whisky, sir. » Ils déjeunèrent donc d'un bœuf braisé arrosé de 2 doubles brandy. Le repas achevé, ils sortirent du Speck Hotel dans un état second et se mirent à chercher un logement pour la nuit. Dans le quartier où Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.